Bonjour, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Emmanuel Grégoire, je suis député de la 7e circonscription où on se trouve ici. La 7e, c'est Notre-Dame, République, Bastille, Gare de Lyon, là, pour situer cette circonscription parisienne. J'ai été pendant 10 ans élu parisien, je suis toujours élu parisien, mais j'étais 10 ans adjoint d'Anne Hidalgo, dont 6 ans premier adjoint. Voilà, que vous dire, je viens de Seine-Saint-Denis, j'ai habité mon adolescence en pleine campagne en Charente-Maritime. Comme beaucoup de gens, je ne suis pas né à Paris, mais un jour j'y ai posé mes bagages pour le travail. Et voilà, je suis très heureux de vivre dans cette ville maintenant. Bonjour, quelle est votre définition de l'égalité des chances? Alors, l'égalité des chances, c'est un concept central du pacte républicain. C'est l'idée que personne ne doit être assigné à un destin en fonction de l'où il est né, sa couleur de peau, ses convictions, et que l'objectif de la société, c'est d'arracher au déterminisme social et de faire en sorte que chacun puisse trouver un chemin d'espoir et d'épanouissement personnel. Que vous inspire le mot méritocratie? Pensez-vous qu'on vit dans une société du mérite? Alors, méritocratie est un mot pour lequel j'ai deux positions. Une première plutôt positive, qui est l'idée que, évidemment, en fonction de son mérite, on a le droit de progresser, de s'épanouir, en fonction de ses efforts, etc. Et une autre vision plus négative, c'est que j'ai assez d'expérience maintenant pour savoir que dans les succès de la vie, la chance a beaucoup plus de place que le mérite. Et donc, il ne faut pas faire croire aux gens que ceux qui réussissent sont ceux qui méritent. Ils ont d'abord eu de la chance et parfois un peu de mérite. Selon vous, quels sont les principaux freins à l'égalité des chances aujourd'hui? Ils sont très nombreux. C'est d'abord, on le sait, les discriminations socio-économiques, c'est-à-dire le milieu dans lequel on vient, est-ce qu'on a de l'argent, pas de l'argent, etc. Il y a évidemment le déterminisme culturel, je vais dire comme ça. C'est ce qu'on connaît parfois dans une famille moins fortunée, mais avec une ouverture d'esprit, une culture, et donc ça aide évidemment. Bref, tout ce qui fait que quand on atterrit dans un bain plus ou moins positif pour préparer l'avenir. La deuxième, et c'est fondamental, c'est les discriminations raciales et les discriminations de genre. Nous sommes dans des sociétés qui sont encore aujourd'hui très profondément discriminantes sur ces sujets-là. Je crois qu'à la fois, il faut en souligner les progrès historiques et année après année, mais que ça reste une réalité. Si vous êtes noir en France, vous avez moins de chance. Si vous êtes d'origine nord-africaine, vous avez moins de chance. Si vous êtes une femme, vous avez moins de chance. Et donc, par définition, on doit lutter contre ça. Comment on pourrait garantir une meilleure inclusion des jeunes de quartiers prioritaires dans des filières d'excellence? D'abord, les accompagner beaucoup, précisément parce qu'ils n'ont pas eu la chance de naître avec une cuillère dans la bouche. Il y a des gens qui sont bien nés, il y en a d'autres pour lesquels c'est plus difficile. Et donc, ils méritent à ce titre qu'on s'occupe plus d'eux, tout simplement. Et s'occuper d'eux, c'est toujours difficile, il n'y a pas de baguette magique, mais c'est essayer de leur créer un environnement qui les aide à avancer. Et donc c'est à la fois d'abord l'école publique. L'école doit être le lieu de l'émancipation qui permet de corriger une partie des inégalités. Il y a évidemment l'accès aux services publics en général, que ce soit l'accès à la santé, l'accès à la culture, l'accès au sport. Et c'est un peu le charme extraordinaire d'une ville comme Paris. C'est que pour peu qu'on dépasse le plafond de verre, pour peu qu'on les prenne un peu par la main, il y a 10 stations de métro, à peu près tous les grands lieux culturels du monde, des équipements partout. Simplement, il faut aider à casser les barrières psychologiques, à les accompagner dans cela. Et donc, ça suppose qu'on déploie des stratégies territoriales de proximité dans tous ces quartiers. D'abord, je n'oublie pas les autres, il y en a partout dans Paris, des gens, des familles modestes en difficulté. Il ne faut pas croire qu'il n'y en a que dans les quartiers prioritaires. Mais dans les quartiers prioritaires, évidemment, il y en a beaucoup plus. Et donc, c'est par les services publics, par la présence et le soutien au maillage associatif, par la stimulation de la vie locale qui permet y compris que les gens se rencontrent, les gens discutent, les gens se découvrent et découvrent à travers leurs propres rencontres les beautés du monde et les opportunités qu'on peut y saisir. Et donc je crois à l'action publique, je crois au service public et je crois au partenariat avec tous ceux qui sont d'accord pour avancer. Qu'est-ce que la prépa talent? J'ai vu que vous aviez déposé une proposition de loi pour augmenter la durée du dispositif. En quoi cette proposition de loi, elle vous tient à cœur? C'était un dispositif très important, à la fois expérimental, mais à mes yeux essentiel. Il s'agissait des prépa talents, pour simplifier, c'est des filières d'accompagnement renforcées pour permettre à des jeunes issus de quartiers populaires, mais chez lesquels on décèle des talents existants ou potentiels, pour les aider à accéder aux plus hautes écoles
de la République, les écoles qui forment notamment tous les hauts fonctionnaires dans les grandes institutions, que ce soit les grands corps, que ce soit le secteur de la santé, l'administration, etc. Et c'était un système qui était tombé en extinction, et avec une collègue Florence, on a déposé une PPL pour remettre ça, pour permettre cet accès prioritaire à remettre en place ce dispositif des prépas talents. L'idée, c'est qu'on ne peut pas avoir des parcours linéaires, et de temps en temps, il faut essayer de trouver un peu de chemin de traverse pour accompagner les plus talentueux. On ne peut pas accompagner tout le monde ne va pas faire Polytechnique, l'ENA, etc. Mais que tous ceux qui le peuvent n'en soient pas empêchés uniquement parce qu'ils sont mal nés. J'aimerais vous interroger sur la difficulté d'insertion des jeunes pour obtenir un logement à Paris. Moi, à titre personnel, j'ai bénéficié de pas mal de logements du Crous tout au long de ma scolarité. Mais une fois dans la vie active, on se heurte à la difficulté en tant que jeune d'obtenir un logement social ou d'obtenir un logement chez un particulier. Comment on pourrait faciliter l'accès au logement pour les jeunes parisiens? Il faut reprendre les priorités. Je pourrais dire d'abord augmenter les salaires pour faire en sorte qu'ils collent mieux au prix de l'immobilier, parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut gagner 3 fois plus qu'il y a 20 ans pour la même surface à Paris. Et donc évidemment, les prix de l'immobilier ont depuis 50 ans augmenté infiniment plus que les salaires. Et donc par définition, ça réduit les possibilités des classes moyennes d'accès à l'immobilier. Le logement social est une vraie réponse à cela, et je rappelle qu'il est essentiel. 600 000 Parisiens habitent dans le logement social. L'immense majorité d'entre eux ne pourraient pas habiter à Paris s'ils n'en bénéficiaient pas. Mais on a un sujet qui est celui de la priorisation, celui qui est l'augmentation de la disponibilité de logements pour essayer de rééquilibrer le rapport de force entre l'offre et la demande. Il y a des dérives que je considère inacceptables en matière de logements inoccupés à Paris, le développement incontrôlé des résidences secondaires. Et je redis que nous voulons des dispositifs législatifs qui donnent le pouvoir aux communes de limiter ces choses-là. Il ne s'agit pas d'être attentatoire à la liberté de chacun, mais la liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut. La liberté, c'est de construire un chemin tous ensemble dans lequel on ne laisse personne au bord de la route. Et donc la question du logement est centrale parce que c'est devenu, de facto, pour des raisons de pouvoir d'achat, la plus grande discrimination de notre pays. Discrimination qui se traduit par plusieurs choses. C'est que grosso modo, c'est dans les endroits les plus dynamiques qu'il y a le plus d'emplois, et c'est dans les endroits les plus dynamiques qu'il y a les prix les plus élevés de l'immobilier. Et donc, ça crée une forme d'impasse. On a besoin de main-d'œuvre, mais on ne peut pas se loger sur place, donc on doit habiter très loin, avec la dégradation des conditions de vie, avec évidemment tous les écueils qui vont avec. Donc, augmenter le nombre de logements par construction et par réduction du nombre de logements inoccupés. Il faut évidemment engager des mesures pour limiter l'inflation des prix de l'immobilier, que ce soit à la vente ou à la location. Et puis enfin, il faut veiller à avoir ces secteurs dérogatoires entre guillemets au marché. Il ne faut pas laisser le marché décider de ça tout seul, en créant des zones de protection que sont les logements sociaux et ce qu'on essaie de travailler maintenant, ce qu'on appelle les logements intermédiaires. Et le dernier point, c'est ce que vous évoquez, c'est qu'il y a des catégories de la population qui sont particulièrement pénalisées en plus des autres. À Paris, par exemple, c'est le cas des jeunes, qui soient jeunes étudiants ou jeunes actifs. C'est le cas des aînés aussi, des seniors. Je me préoccupe aussi des seniors, même si je sais que vous travaillez beaucoup sur la jeunesse. Pourquoi ? Parce que le départ à la retraite, déjà, il y a une énorme perte de pouvoir d'achat. Et puis ensuite, la question évidemment de la grande dépendance et du maintien à domicile le plus longtemps possible. Bref, il faut avoir des politiques plus ciblées sur ces cibles qui sont victimes d'une certaine façon d'une double discrimination. Discrimination comme tout le monde parce que c'est dur d'accéder à un logement, mais en plus parce qu'ils sont plus pénalisés que les autres pour des raisons de pouvoir d'achat généralement. Si vous faites l'encadrement des loyers, mais sans veiller à augmenter l'offre de logement, ça peut avoir un caractère contre-productif. Donc il faut et l'encadrement des loyers et une politique très volontariste de production de logement, à la fois en logement social et puis en logement tout court, sur le marché locatif notamment. Quelle est la place que vous souhaitez donner à l'égalité des chances dans la campagne des élections municipales ? Une place, peut-être la première place, pour une raison très simple, c'est que je suis de gauche. Et donc la raison de mon engagement, c'est précisément de lutter contre les inégalités, contre les ségrégations, contre les discriminations. Et donc le cœur de notre moteur, c'est de faire en sorte de s'occuper de tout le monde et en particulier de ceux qui souffrent. Et j'ai l'habitude de dire qu'à Paris, il y a des gens qui vont très bien et qui n'ont pas forcément besoin de nous. Par contre, il y a une immense partie de la population qui a besoin de nous. Et pourquoi c'est important ? C'est pas seulement sur un plan moral dire c'est bien de s'occuper des gens qui en ont besoin. C'est pas seulement ça, c'est évidemment ça, mais c'est aussi de se dire que Paris a une singularité historique depuis longtemps,
qui est d'être, et c'est unique au monde, pour une grande capitale de cette taille, de cette puissance économique et de son rayonnement. C'est que c'est une ville dans laquelle il y a une vraie mixité sociale. Je ne dis pas qu'elle est parfaite. On sait qu'il y a des clivages, il y a des quartiers qui sont ségrégés, etc., dans les deux sens, des quartiers de riches, des quartiers de pauvres, etc. Mais ce n'est pas grave dès lors qu'on veille à ne pas laisser ça dériver, et deuxièmement, qu'on veille à l'équilibre global. Et notre politique de logement social y a beaucoup contribué. Grosso modo, toute notre énergie, elle est mise au service des Parisiens qui font fonctionner Paris et qui ont besoin de nous pour pouvoir continuer à vivre à Paris et pouvoir bien vivre à Paris. Moi, je travaille beaucoup sur un thème qui s'appelle le droit à vivre la ville, le droit à vivre Paris. Pourquoi ? Parce que Paris, quand vous avez de l'argent et du temps, c'est génial. Quand vous êtes à Paris et que vous n'avez ni temps ni argent, ça peut être vite fait assez désagréable en réalité. Et encore plus peut-être en observant les inégalités. Ne pas pouvoir aller au restaurant, ne pas avoir, je ne peux pas dire qu'on va permettre à tous les Parisiens d'aller tout le temps au restaurant, ce n'est pas le sujet. Mais en revanche, on veut essayer de trouver des politiques publiques qui permettent de corriger un peu les inégalités et permettre à tout un chacun, et je pense en particulier aux milieux modestes, je pense en particulier aux familles monoparentales qui sont pour l'immense majorité d'entre elles des femmes seules avec enfants, et de leur redonner des moyens de profiter de la ville, faire en sorte que cette ville elle soit bienveillante et qu'elle profite à tous. Avez-vous déjà justement en tête des actions concrètes ou des premières pistes de réflexion pour porter et favoriser l'égalité des chances ? Alors on en a énormément, on verra, ça sera tout l'objet de la campagne municipale de les détailler, mais on a déjà organisé annoncé plusieurs intentions en la matière. Donc il y a évidemment les mesures en particulier pour les familles monoparentales, sur la notion de la garde universelle, c'est-à-dire donner la capacité à des mamans de retrouver un peu de temps pour elles, et elles en feront ce qu'elles voudront, à travers un service de prise en charge de ces enfants de façon collective par la ville et des partenaires. Autre idée, il y a un grand programme d'action culturelle pour l'école publique. Moi, je pense que Paris est une ville, c'est la ville la plus merveilleuse sur le plan culturel au monde, et de très loin. Vraiment, tout le monde ne le sait pas et tout le monde ne peut pas en profiter. Donc, c'est l'idée d'avoir un programme d'éducation artistique et culturelle pour les jeunes Parisiennes et Parisiens, les écoliers, pour les emmener dans les grandes institutions culturelles. On a tout un travail sur la question de l'accompagnement social, du guichet administratif unique. Enfin bref, essayer de redonner du temps, de redonner un peu de moyens et puis de simplifier la vie des Parisiens. Et en quoi Paris justement peut être une ville modèle en termes d'égalité des chances pour d'autres territoires ? Une ville modèle. D'abord, je n'aurais pas la prétention de dire ça. Toujours un regard critique sur Paris, donc je ne voudrais pas donner le sentiment. Je pense qu'on a des expériences quand même très éclairantes et très inspirantes, pas mal d'endroits. Paris, c'est une ville dans laquelle il y a beaucoup d'inégalités, mais c'est une ville dans laquelle on a aussi des miracles d'ascenseur social, d'histoires extraordinaires. À Paris, on a une école publique qui est forte, on a un réseau de services publics extrêmement fort. C'est aussi l'avantage, je plaide un peu là-dessus, mais c'est aussi l'avantage de la ville. Comme tout est accessible et pas très loin, etc., c'est plus facile d'investir dans des services publics qui bénéficient par rayonnement à tout le monde. Et donc, moi, mon indicateur est assez simple, on regarde la jeunesse de Paris. Est-ce qu'elle croit que le Paris de demain sera une opportunité pour eux ? Et dans 20 ans, je regarderai a posteriori et je me dirai, est-ce qu'on a réussi ? Le guide de l'action, c'est quand même la jeunesse. Pourquoi la jeunesse ? Pas seulement pour les jeunes, mais aussi pour leurs parents. On projette tous nos attentes, parfois nos angoisses, dans ce que deviendront nos enfants. Donc je veux que les Parisiennes et les Parisiens, je ne sais pas s'ils se disent que leurs enfants feront leur vie à Paris, peut-être que certains iront la faire ailleurs et que ce sera super. Mais je veux que ceux qui aimeraient qu'ils puissent rester, faire des études, trouver un boulot, puissent avoir toutes les chances que ça marche. Quelle place accordez-vous aux associations et aux acteurs de terrain dans la lutte pour l'égalité des chances ? Alors sur tous les sujets, et pas que celui-là, mais le maillage associatif à Paris est exceptionnel. Exceptionnel, et il renvoie à quelque chose que peut-être on oublie. Parfois, il arrive qu'on dépeigne les Parisiens et les Parisiennes comme des gens égoïstes, urbains, autocentrés, etc. Sans doute le sommes-nous parfois, mais c'est une ville d'engagement. C'est une ville dans laquelle il y a plus d'1 million d'associations juridiques ou de fait, dans lequel l'engagement sur des causes diverses et variées, culturelles, sportives, associatives, aide scolaire, aide sociale, est extrêmement riche. Et je voudrais que cette culture de l'engagement à Paris reste très forte. Et je crois que les Parisiens le souhaitent aussi. Et donc ça veut dire évidemment soutenir notre tissu associatif,
c'est l'aider à grandir, l'aider à s'organiser, etc. On a créé depuis 25 ans maintenant avec Bertrand Delanoë, Anne Hidalgo, des outils sans doute perfectibles, mais qui sont très puissants d'accompagnement, aide à la création d'associations, accompagnement, gérer la croissance des associations, passer parfois du bénévolat à des statuts plus professionnels parce qu'on grandit trop, etc. Et donc on va continuer ça à travers les réseaux des maisons, des associations, à travers les aides financières. On ne peut pas aider toutes les associations, hein, c'est matériellement impossible, mais on en aide énormément. En tout cas, ce qu'on veut dire, c'est qu'on peut aider toutes les associations quand elles ont besoin d'un conseil, etc. Et on continuera ça. Et puis moi, peut-être il faut rajouter une dimension plus personnelle. Je trouve que les associations les plus efficaces en politique locale, en politique territoriale, sont celles qui arrivent à agréger différents types d'activités. Celles dans lesquelles on voit à la fois de l'activité culturelle, de l'activité sportive, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des ponts entre les domaines. Ce n'est pas la culture d'un côté, le sport de l'autre. C'est essayer de faire en sorte qu'il y ait des zones de rencontre, des zones de dialogue. Et peut-être qu'un jeune sportif fan de foot et qui ne pense qu'au foot tout le temps finira par se dire que la musique c'est sympa, que sortir au théâtre, bon, allez, on va les regarder pour voir au cas où. Et donc à Paris, on a des beaux réseaux associatifs pour nous aider à ça. Comment envisagez-vous le rôle des entreprises dans cette dynamique ? D'abord, il est essentiel parce que sans entreprise, il n'y a pas d'activité économique. Donc les entreprises ont une place centrale là-dessus. Et je sais que les entreprises ont à cœur, les politiques RSE, etc., mais ont à cœur d'avoir une résonance sociétale dans leur environnement. Et je pense que c'est intéressant qu'il y ait ça. Je le dis, à Paris, il y a des boîtes extraordinaires, elles sont immenses, etc. Certaines font déjà beaucoup. Et c'est vrai que j'aimerais bien que toutes les entreprises disent tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour mon quartier ? Ça peut ne pas être grand-chose et être pourtant essentiel. Ça peut être par exemple mettre à disposition le samedi ces locaux vides pour une association de quartier ou pour le conseil de quartier, c'est ce genre de choses. Ça peut être par exemple d'organiser une journée porte ouverte ou d'accueil. Ça peut être organiser un mini-forum emploi auprès des gamins du quartier. Voilà, je trouve que les acteurs économiques sont évidemment essentiels à la vie collective. Et je trouve qu'ils peuvent continuer à approfondir leur utilité sociale de proximité, notamment dans des quartiers, partout en France d'ailleurs, mais en particulier à Paris, qu'on commence à s'interroger comment je peux être utile à mon quartier, comment je peux être. Et peut-être un dernier élément, parce que j'y suis très attentif. Paris, c'est une ville où il y a 2,1 millions d'habitants, mais la moyenne de fréquentation de Paris, c'est 4 millions de personnes par jour. Donc en gros, comprendre que la journée, il y a deux personnes dans la rue, ce n'est pas des Parisiens, ils y viennent pour visiter marginalement, mais ils y viennent pour travailler. Et il y a des gens qui vivent parfois plus longtemps à Paris que ceux qui dorment. Et donc je trouve que ces gens qui font fonctionner Paris, ils ont aussi des droits sur Paris. Et donc je réfléchis beaucoup à la façon d'associer ces salariés, ces fonctionnaires qui, même s'ils n'habitent pas Paris, font vivre Paris et comment on pourrait les associer un peu plus au choix collectif sur comment on prépare notre capitale et puis sa métropole, hein, parce que c'est pas évidemment qu'un sujet parisien, comment on prépare l'avenir tous ensemble. Et est-ce que vous avez un dernier mot, conseil pour les jeunes qui doutent de leur capacité à réussir ? Banalité, mais elle est essentielle, croire en ses rêves, s'accrocher. Vous connaîtrez plein d'échecs dans la vie, on en a tous connu, et moi-même j'en ai connu beaucoup. Il ne faut juste pas lâcher l'affaire et puis essayer d'aller dans des endroits, j'allais dire, essayer d'avoir des bonnes rencontres. Et pour avoir des bonnes rencontres, il faut multiplier les rencontres. Et un jour, vous trouverez quelqu'un qui vous donnera un coup de main, qui vous aidera et qui vous donnera un bon conseil. Et donc, sortez, voyez le plus de gens possible dans des milieux différents. Allez partout et vous finirez par rencontrer votre bonne fée. Voilà. Et il y en a souvent dans la vie des bonnes fées, contrairement à ce qu'on croit. Merci à vous.